Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce plateau en direct de l'usine nouvelle. Aujourd'hui, nous allons parler e-commerce et cybersécurité. Nous allons voir avec nos invités comment relever le défi de concilier performance et expérience utilisateur. Voilà, pour illustrer ce sujet, donc nous allons recevoir Pascal Moulin avec nous donc de La Redoute. Vous êtes CISO de La Redoute. Bonjour. Voilà, vous allez nous partager un petit peu votre expérience justement sur ce phénomène. Et Wei Hong Chen, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable grand compte chez Cloudflare. Exactement. Alors, dans un premier temps, nous allons faire un point rapide sur le contexte de La Redoute, effectivement, et de s'intéresser ensuite aux enjeux qui ont nécessité, effectivement, ensuite de trouver une réponse pour concilier, comme je le disais tout à l'heure, performance et expérience utilisateur. Hein, une gageure parfois, hein, parce que les enjeux de sécurité, on le sait, ne vont pas en se réduisant. Voilà, Pascal Moulin ensuite nous partagera son retour d'expérience de l'utilisation, de la solution qu'il a mise en place, et nous terminerons par un rapide coup d'œil au projet de demain. Si vous souhaitez interagir comme d'habitude, vous pouvez le faire en direct sur le chat. Si nous avons la réponse, eh bien écoutez, on tentera de vous la donner, puis si on l'a pas, on la cherchera, on vous la donnera plus tard. On va commencer donc avec vous, Pascal, donc CISO de La Redoute, hein, je le rappelle. Peut-être un mot sur La Redoute, même si on ne la présente plus, cette entreprise, et que le nom n'échappe à personne, de voir un petit peu, effectivement, par rapport à son historique, le contexte dans lequel elle se trouve pour notre sujet du jour. Alors La Redoute, c'est un modèle hybride qui est une marque iconique, qui est riche de 180 ans d'histoire, même si je ne les fais pas. C'est une plateforme qui regroupe en moyenne 20 millions de visiteurs uniques tous les mois. On est présent dans une vingtaine de pays. Et donc l'activité cœur est autour de la décoration, la maison et le prêt-à-porter. On est aussi présent dans une vingtaine de corners. On a des boutiques en propre et les corners sont dans notre propriétaire qui est le Galerie Lafayette. En termes d'axe stratégique, parce qu'effectivement, en 180 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Hein, il y a eu la possibilité d'évoluer. Alors, on est sur effectivement, vous dites un modèle hybride. Avant, c'était le champion de la VPC, hein, la vente par correspondance. On a tous le catalogue La Redoute. On l'a eu. Hein, bon, ça ne nous rajeunit pas non plus. Justement, aujourd'hui, en termes d'axe stratégique pour La Redoute, quels sont-ils ? Il y a eu plusieurs changements, plusieurs évolutions, avec un choix stratégique de se renforcer sur deux activités. Donc la décoration maison et le prêt-à-porter. La décoration, c'est 70% de notre chiffre d'affaires, hein, donc c'est significatif. Et on a aussi souhaité se renforcer autour de nos deux marques iconiques en propre, donc La Redoute intérieure et AMPM. Donc ça, c'était vraiment une évolution majeure de passer d'un e-commerçant à une marque. À côté de ça, on a souhaité aussi faire une consolidation à l'international, parce qu'effectivement, oui. on sait que La Redoute est présent en France, mais on le sait moins. Voilà, mais tout ne se passe pas que chez nous. Voilà, qu'on est présent principalement en Europe, on est présent donc dans une vingtaine de pays, et on a l'ambition de continuer à développer ces nouveaux marchés, notamment en ouvrant des points de vente en Suisse et en Italie, donc plutôt un modèle physique pour le coup. Alors, avant, on était effectivement un acteur e-commerce, pure player, et on bascule maintenant sur un acteur phygital, hein, donc avec à la fois donc, du digital, avec une stratégie App First, très important. Avant, on était sur le navigateur à l'ancienne sur son poste de travail. Et la volonté, vraiment, c'est de devenir App First, que le consommateur puisse directement acheter ses produits préférés sur son mobile ou sa tablette. Sur mobile. Voilà. Et donc, quand même, malgré tout, on réalise 90% du CA de la Redoute sur le digital. D'accord. Avec donc une évolution aussi de l'achat sur mobile. Sur mobile, tout à fait. Comme vous dites. Et donc dans ce contexte métier, la mission qui a été confiée aux équipes cyber, sur l'impulsion de notre CEO, Jean-Cédric Costa, ça a été vraiment de s'assurer de deux choses. Alors d'une part, la résilience. Parce qu'il est évident que si le site internet s'arrête, on ne vend plus. Donc la résilience, la capacité à continuer l'activité. Et quand on dit résilience, on pense évidemment à les DRP, les stratégies de sauvegarde, etc. Mais c'est aussi les attaques.
Une attaque par DDoS, ça peut créer donc une indisponibilité du service. Et une perte de chiffre d'affaires immédiate. Une perte de chiffre d'affaires immédiate, exactement. Donc d'une part la résilience et d'autre part la sécurité de nos données, parce que les données de nos clients sont clés pour nous, sont importantes. Quand on commande quelque chose, qu'on fait livrer quelque chose sur notre site, on veut garantir cette sécurité de données et on veut éviter aussi que des fraudeurs puissent s'introduire sur les comptes de nos clients pour effectuer des achats ou des actions malveillantes. Surtout que l'actualité en matière de vol de données est plutôt riche dans le mauvais sens. Là, je crois que depuis septembre, on n'a jamais vu ça. Autant de cyberattaques, c'est une vraie pluie. Il n'y a pas que finalement celles qui viennent du ciel. Alors, ce que nous explique Pascal Wei-Hong Chen, donc je rappelle, vous êtes responsable grand compte chez Cloudflare. Ouais. C'est pas un cas isolé. Bon, le fait d'avoir ce type de besoin, en tout cas, de sécuriser les données des clients et d'assurer sa résilience. Non, clairement, c'est pas du tout un cas isolé. C'est-à-dire que Cloudflare, nous, on est présent en France maintenant depuis 4 ans et demi. On a eu la chance d'accompagner quand même un certain nombre d'entreprises, que ce soit dans le retail, le e-commerce, mais également dans des secteurs plus variés comme l'industrie et les services, ou même la finance. Et ces besoins finalement de sécurité, de performance, de disponibilité et puis de protection des données de manière générale, c'est effectivement quelque chose qu'on retrouve finalement globalement chez tout le monde, mais viennent s'ajouter aussi à ça de manière assez régulière des problématiques aussi de conformité réglementaire. Mmh. Donc on pense bien évidemment assez naturellement à tout ce qui touche autour du RGPD. Mais pour les e-commerçants, en ce moment, par exemple, l'actualité, c'est aussi les normes PCI DSS, donc qui touchent pour le paiement en ligne. Il y a une V4 là, qui sort prochainement et qui agite aussi du coup la place en termes de e-commerce. Donc voilà, ça aussi, c'est des sujets. Donc finalement, toutes les entreprises, quelle que soit leur activité, ont des enjeux de ce type-là et qui impactent leur activité finalement de manière spécifique en fonction du métier. Et en fait, finalement, le point commun de toutes les entreprises, c'est qu'au-delà des menaces, au-delà de tout ce qu'on évoque, c'est lié en fait à quelque chose qui est assez simple, c'est ce qu'on appelle classiquement la dépendance à Internet. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde qui est massivement connecté, il n'y a pas besoin de le dire. L'informatique moderne, c'est du cloud, c'est des applications SaaS, c'est de la mobilité, surtout depuis le Covid. Enfin, les collaborateurs, les données, les applications sont partout. Et finalement, en fait, les entreprises vivent quelque chose qui est assez important pour eux, c'est qu'ils n'avaient pas envie par le passé de trop utiliser l'Internet, parce que comme tout le monde sait, l'Internet, ça n'a pas été conçu à la base pour être sécurisé, pour être performant ou pour être hautement disponible. Mais malheureusement, pour ces gens-là, pour les entreprises, l'Internet, ça a un très gros avantage quand même, c'est que c'est présent partout. Et comme c'est présent partout, ça répond justement aux problématiques finalement de grosse mobilité, d'informatique cloud, d'informatique en mode SaaS. Et donc finalement, les entreprises ont besoin de résoudre des problèmes de sécu, de perf et de disponibilité qui sont liés simplement à leur exposition à Internet. Et dans le contexte du e-commerce, c'est des applications bien particulières parce que le e-commerce, derrière ces enjeux-là, il y a du chiffre d'affaires. C'est juste un cas particulier d'un sujet qui est beaucoup plus vaste. Cette question du chiffre d'affaires, qui n'est pas des moindres, effectivement, vient s'ajouter finalement aux problématiques communes à tous les autres. Complètement. La question de la résilience, de protéger les données, dès qu'il y en a, effectivement... que ce soit celle de ses employés, de ses salariés. Là, il y a les utilisateurs, les clients, et il y a aussi cette question de perte du chiffre d'affaires. Ouais, complètement. Et c'est vrai que aujourd'hui, l'Internet apporte beaucoup de choses, parce que quand on dit App First, aujourd'hui, par exemple, dans le monde du luxe, on prend son téléphone, on choisit un bracelet, on prend l'appareil photo, on a le bracelet sur le bras, on n'a plus besoin de cabine d'essayage, on peut faire plein de choses. Exactement. Mais effectivement avec des à côté. Alors justement, chez La Redoute, puisque on va parler un petit peu de la stratégie de protection que vous avez mis en place, Pascal Moulin. Avant, vous étiez sur quel type d'architecture ? Alors avant, on avait une plateforme de e-commerce pour laquelle on utilisait plusieurs services, plusieurs technologies en parallèle. On avait notamment Fastly, Vimeo, TwigPix ou Datadog encore pour donc diffuser du contenu et protéger ce contenu. Cette architecture, ces outils montraient des limites, clairement. On avait des composants quand même qui étaient modernes, qui répondaient unitairement aux besoins. On avait la scalabilité, puisque ces composants étaient capables de le faire, mais on exposait directement sur Internet notre site. Donc le www.laredoute.fr était directement exposé,
et pas au travers donc d'un CDN comme Cloudflare. Donc on était directement exposé aux attaques, notamment de type DDoS, qui peuvent directement impacter le chiffre d'affaires. Si on attaque le www.laredoute.fr, le site est inaccessible. Donc, un CDN, donc le Content Delivery Network. Exactement. Juste en quelques mots, ce que c'est? Alors, le Content Delivery Network, c'est donc les types de solutions qui sont fournis notamment par Cloudflare, qui permettent en fait de diffuser du contenu, donc des pages, des vidéos, des images, mais au plus près du consommateur et de manière totalement distribuée. Le gros avantage, c'est que quand on appelle une page, on ne va pas la chercher, on ne va pas traverser la France par exemple pour aller la chercher à l'autre côté de la France ou aux États-Unis. On va la chercher sur un serveur local de cache qui est parfois même dans son propre quartier, il y en a partout des serveurs. Et donc on accélère, au premier gain on accélère, et la deuxième grande force du CDN, c'est qu'on est distribué, c'est-à-dire qu'on a des milliers de serveurs à travers la planète, et donc pour un pirate qui a envie d'attaquer Cloudflare, il faut qu'il se lève très très tôt le matin et qu'il ait beaucoup de moyens pour aligner des millions ou des millions de machines. Donc voilà, c'est aussi by design, cette architecture CDN permet de contrer les attaques de DDoS dont on est la victime permanente. Les DDoS sur nos sites, si on devait débrancher toutes ces protections-là, on serait tout le temps off. Alors, vous disiez effectivement, vous avez évoqué plusieurs solutions. Est-ce qu'il n'y avait pas du coup pour vous un enjeu de rationalisation ou de simplification clairement, alors moi j'étais convaincu qu'il fallait qu'on fasse évoluer notre architecture. J'avais monté des solutions dans le passé à base de CDN. Et effectivement, avec ces 4 technologies, il y avait aussi un enjeu de rationalisation, de se focaliser peut-être sur d'autres parties de notre site. Là, tout le tunnel de commande, tout l'aspect visible par l'utilisateur, et puis les protections, s'appuyer finalement sur les solutions leaders du marché qui pourraient nous offrir une solution en simplifiant. Donc c'est comme ça qu'on a donc été convaincus, c'est des discussions internes, et on a donc été convaincus sur la nécessité de faire évoluer cette architecture. On a donc assez classiquement fait notre expression de besoin. On a fait un appel d'offres dans lequel effectivement Cloudflare a répondu. Et donc ils ont pu nous apporter... Vous avez bien répondu visiblement. Ils ont pu vraiment nous apporter des réponses qui, comme on changeait vraiment de modèle, c'était important de bien comprendre vers où on allait. Et donc ce processus a duré 4 mois de sélection, et donc on a retenu effectivement Cloudflare à l'issue de ce processus. Vous vouliez compléter, Wei-Hong ? Ouais, en fait, finalement ce que dit Pascal, c'est un peu comme dans la première partie, c'est vraiment quelque chose qu'on observe assez souvent, c'est-à-dire que l'histoire de l'informatique, les entreprises ont beaucoup eu des approches qu'on appelle, que les anglo-saxons appellent classiquement best of breed, c'est-à-dire les entreprises ont eu tendance à choisir des fonctions techniques en se disant pour chaque brique dont j'ai besoin, je prends celle qui me paraît être la meilleure du marché. Voilà. Et du coup, pour piloter du e-commerce dans le cas de la Redoute, on se retrouve à avoir une solution pour faire du CDN, une solution pour faire du WAF, une solution pour faire de la protection anti-bot, une solution pour optimiser les images. Bref, on se retrouve avec plein de solutions qui, malheureusement, en général pour les entreprises, n'ont pas été designées dès le départ pour travailler ensemble. Parce qu'après, il faut la solution pour brancher les solutions. Exactement. La solution pour piloter la solution qui branche les solutions, on s'en sort plus. Exactement. Et cette complexité-là, finalement, elle se traduit par une complexité d'exploitation. C'est-à-dire que c'est plus complexe au quotidien d'exploiter une solution comme celle-ci parce que ça demande X fois ou des silos de compétences par brique fonctionnelle. C'est aussi dans le temps, et Pascal l'a évoqué, parfois aussi des limites de sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les solutions modernes ont une capacité à gérer des attaques plus sophistiquées, plus complexes par rapport à des solutions plus traditionnelles. Et le tout en essayant d'éviter d'avoir à faire le fameux compromis entre la sécurité et la performance. Et donc finalement, les nouvelles approches d'entreprise, c'est plutôt de privilégier des solutions intégrées avec des plateformes qui vont regrouper un ensemble de fonctionnalités nécessaires, mais qui, elles, ont été nativement conçues pour travailler ensemble, pour communiquer ensemble et faciliter toutes les tâches d'exploitation et également les tâches de, je trouve plus le terme, de troubleshooting. C'est-à-dire, en cas d'incident, comment est-ce qu'on va trouver la cause de la panne et du coup réduire le temps d'intervention nécessaire. Merci Wei-Hong. Alors,
Pascal, on a évoqué effectivement deux enjeux, hein, l'enjeu de simplification, l'enjeu aussi de renforcer la question de la résilience et de protection des données. Mais finalement, ce sont deux enjeux qui se sont traduits par plusieurs enjeux pour pouvoir y répondre. Donc, en effet, vous pouvez nous les partager. Il s'agit effectivement aussi d'un projet de migration, effectivement. Et donc évidemment, l'objectif global, c'était de faire rimer l'expérience utilisateur de premier rang avec des protections et un parcours client sans couture. Ça, c'était vraiment l'objectif global. Ça doit être fluide, ça doit fonctionner. Et de façon opérationnelle, évidemment, comme je le disais, il s'agit d'une migration. Donc quand on bouge, on fait évoluer un composant aussi vital, puisque c'est la partie directement au contact, c'est la partie front d'un e-commerçant, forcément on a la peur d'avoir un impact sur le chiffre d'affaires qui est permanent, forcément. Et donc ça c'était vraiment l'enjeu majeur. Donc on avait effectivement des enjeux d'amélioration d'exploitation, on en a parlé, hein. Si on simplifie, forcément, on simplifie le travail pour les équipes derrière qui doivent opérer le système, qui doivent développer de nouvelles fonctionnalités, développer des nouveaux parcours clients. Et donc, si on a moins de briques à empiler, c'est plus facile. On voulait aussi automatiser. Hein, et donc, ça, c'était vraiment un besoin, comme toutes les architectures modernes, hein, où on a besoin d'automatiser, de déployer As-code, toute cette infrastructure, donc c'était aussi un enjeu. Et puis évidemment, on va parler sous, parce que on ne convainc pas un COMEX à se lancer dans un projet majeur qui a un impact sur potentiellement 100% du chiffre d'affaires, ou 90%, sans avoir un ROI. Et donc là, il y avait aussi, alors même si ce n'était pas du tout l'intérêt, on a eu un ROI direct en fait, en remplaçant évidemment 4 solutions par exemple. Ouais, c'est sûr que si on arrive devant un COMEX en lui disant c'est risqué, c'est moins performant et ça coûte plus cher, là, ça va être compliqué. Alors, pour répondre à tout ça, merci Pascal. Quand on est Claude Flair et qu'il faut qu'on réponde à l'appel d'offres, on voit effectivement un cahier des charges qui est cossu. Comment est-ce qu'on répond? Comment vous avez proposé justement de traiter tout ça? En fait, je pense que on est sur des solutions technologiques qui sont maintenant très matures et l'offre est vraiment, elle est pléthorique. Il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui amènent des solutions et je pense qu'aujourd'hui pour une entreprise, quelle qu'elle soit, trouver une solution qui répond fonctionnellement et techniquement en fait à leurs enjeux, c'est quelque chose qui est relativement facile d'accès. Par contre, quand vous commencez à intégrer dans votre réflexion, et c'est ça qui est important, des problématiques de renforcement de votre sécurité, de réduction de la complexité opérationnelle, réduire les coûts, mais pas uniquement les coûts directs, parce que là on parle beaucoup de coûts en disant, bah tiens, j'achetais X avant, j'achète Y maintenant, je fais X moins Y, c'est moins cher. Mais ça, en fait, c'est vraiment que la partie visible de l'iceberg. C'est-à-dire que sur des projets comme ceux-là, des entreprises comme La Redoute, mais d'autres, j'ai d'autres exemples en tête, on pourra éventuellement en parler, qui ont vu en fait des ROI se bâtir en fait sur des parties complètement invisibles. Et typiquement, la réduction de complexité d'exploitation, j'ai un client qui me vient, enfin le nom d'un client qui me vient à l'esprit, c'est une entreprise qui a quasiment divisé par 2 sa charge d'exploitation et ça se traduit en fait en des coûts d'intervention humaine qui sont sensiblement réduits. Et donc ça, c'est beaucoup plus compliqué déjà de se dire tiens, je vais trouver une solution qui certes techniquement m'amène mes réponses, mais en plus je veux qu'elle ait un bon niveau de sécurité. Et là, choisir vraiment une solution de sécurité qui tient la route, ça demande aussi à choisir des acteurs qui ont une bonne visibilité sur l'Internet. C'est important parce que tout le monde sait qu'on ne peut pas se protéger des menaces qui n'ont jamais existé. Et donc avoir un partenaire technologique qui voit passer beaucoup de trafic et qui est capable de manière continue d'apporter de la connaissance en termes de menaces, ça permet de faire partie finalement des premières entreprises à être protégées justement de ces nouvelles formes de menaces. Et le caractère intégré des solutions permet de réduire justement ces éléments de complexité d'exploitation. Et donc tout ça pour dire que le ROI direct, c'est très très bien et il le faut parce que il faut qu'il y ait quelque chose. Mais ça suffit pas. Mais ça suffit pas, exactement. Et la recherche d'économie peut-être moins visible spontanément, elle est souvent plus importante. Et dans l'exemple que j'ai en tête, le client en question, entre l'économie directe et indirecte, il y avait un facteur quasiment 3,5.
Ah oui. Voilà, donc c'est vraiment très très important. Je me suis laissé dire, merci Weong pour ces précisions, je me suis laissé dire quand même du coup que pour vous, sur cet enjeu de migration, sur cette question du risque, vous avez eu besoin de vous faire accompagner, vous n'avez pas hésité d'ailleurs, je pense que ça fait partie aussi des sujets à aborder aujourd'hui. Oui. En termes d'équipe interne, de voir, même vous de votre côté, de voir à qui on va confier une mission comme ça, en se disant, parce que je crois que tout ça c'était prévu pour un atterrissage juste avant les fêtes de Noël, donc bon, on peut dire que pour un site de e-commerce, c'est peut-être pas le moment de se rater. Sinon, voilà, donc, pas de Père Noël. Donc oui, en effet, nous on était convaincus qu'on n'avait pas encore les compétences sur cette technologie-là, même si on opérait par ailleurs avec des équipes expertes le reste des stacks. Et donc pour nous, effectivement, s'appuyer sur des équipes qui maîtrisent ces sujets-là, qui ont déjà réalisé des migrations, et y compris dans des contextes similaires comme dans l'e-commerce, c'était vraiment clé. Donc en plus, effectivement, de Cloudflare, de son intégrateur Smartflare, nous avons fait appel à l'expertise d'une structure qui s'appelle Kinobi, qui nous a accompagnés avec des équipes dédiées qui ont été intégrées en fait au sein de l'équipe tech de la Redoute. On travaillait en squad avec tout le monde et on a pu donc voilà déployer tout ça. D'abord dans une première phase, donc toute la migration avec le RAID. Ensuite, dans une deuxième phase, ils ont assuré la diffusion des compétences Cloudflare, parce qu'effectivement c'est un nouveau monde qu'il faut découvrir et qu'il faut diffuser, il faut effectivement former tout le monde. Et puis après ils ont pris un rôle plus classique de support, d'expertise pour nous accompagner sur des points. L'autre point clé également, enfin le point clé vraiment, c'est qu'on a impliqué tout le monde dès le début. C'est-à-dire qu'on avait évidemment le COMEX, on avait les équipes métiers, la direction du digital par exemple, les équipes d'architecture, les équipes d'opération. Donc on a vraiment impliqué toutes les équipes dès le début du projet pour les associer de la phase de sélection jusqu'à la mise en production. Ça c'était vraiment important. Et puis donc comme je le disais aussi, la confiance du COMEX, le support de notre CEO, c'est clé pour déployer sereinement le sujet stratégique. Voilà, en se disant que tout le monde est embarqué et on est capable de délivrer dans les temps, c'est ce qu'on a fait. Une question qui nous est posée par une ou un internaute, je vous rappelle d'ailleurs, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions. Vous avez évoqué 4 mois tout à l'heure, mais peut-être le dire précisément, la durée du projet. Alors ça tombe bien, c'est quand même la thématique qu'on souhaitait aborder. La durée du projet, on va dire que, avant de rentrer dans le détail, mais on a fait toute la partie sélection, cahier des charges en quelques mois, 2-3 mois, pour analyser le contenu. L'appel d'offres, je disais, a duré 4 mois, c'est long. Ah oui, c'est l'appel d'offres, pardon. Qui a duré 4 mois. Oui. Et puis la phase d'implémentation a été particulièrement rapide. On a commencé... de mémoire le pilote en juillet et on a fini la migration fin septembre pour être prêt pour les Black Friday. Donc non, c'était relativement court. C'est vrai que j'ai pas oublié le Black Friday. Donc donc pour rentrer dans le détail justement, pour plus d'agilité, on a donc segmenté en fait ce gros projet finalement en stream. Donc on a eu 3 phases. Alors comme c'était mon projet, on a commencé par moi, on a fait la sécurité d'abord, je plaisante, c'était parce qu'on devait décommissionner en premier une stack technologique, donc on a traité l'aspect sécurité donc de juillet à octobre, d'accord. Donc on a migré les DNS, et là ce qui était assez intéressant, c'est que dès la migration des DNS, donc les DNS c'est les systèmes qui permettent de résoudre les adresses sur Internet, en adresse IP. Et donc, dès la migration des DNS, on a vu une amélioration. Donc ça aussi, c'est super dans la conduite du projet, parce qu'on a pu faire des petits tableaux un peu rouge avant et un peu vert après, et beaucoup plus vert après. Et ça, c'est bien pour les apps suivantes. C'est vraiment un bon... Même si c'est une étape technique un peu nécessaire et bonne pratique, c'est aussi motivant pour le reste du projet. On dit, oula, waouh, ça marche mieux. Donc on a fait d'abord ça, les DNS, on a fait des pilotes assez classiques, on a pris des sites sur lesquels on avait des enjeux de trafic un peu moins élevés, on a travaillé... En France uniquement ? Alors non, on a commencé avec l'Italie, qui était notre nouveau pays, donc on s'est dit c'est super, c'est un nouveau site, c'est un nouveau pays,
on y va avec eux, ils ont la primeur de la nouveauté. Cobaye. Voilà. Cobaye. Non, ils ont eu l'honneur d'avoir la nouvelle stack technologique en avant-première. C'est le privilège. Et puis après, un pays sur lequel on avait un peu plus de complexité, le Portugal. Donc on a fait 2 pilotes, grandeur nature, hein, c'était pas des tests, hein, on n'était pas en chambre, on a vraiment mis en production. Et donc on a ensuite basculé en fait l'intégralité, profitant évidemment du calme de l'été, hein, ça c'est clair, mais avec quand même un chrono qui était là. Oui, parce Donc, qu'après la rentrée, quand elle arrive, elle est là. Elle est là. Alors ce qui était important aussi, c'est qu'on a d'abord, grâce à la technologie Cloudflare, on a mis en place le service, mais un peu en mode observation. C'est-à-dire qu'il n'intervenait pas encore. Donc on a analysé le comportement, on a regardé comment fonctionnaient les protections versus les protections qu'on n'avait pas encore désactivées. Donc on avait finalement une période de double prod avec les anciennes protections et les nouvelles. Et donc ça nous a permis de comprendre le fonctionnement et de désarmer finalement les anciennes protections au profit de Cloudflare, puisqu'en fait elles étaient inutiles. Donc voilà, ça c'était important, et c'est vraiment un gros avantage de cette technologie, c'est qu'on peut déployer au-dessus de manière totalement transparente, très rapidement. Je sais que même il y a une offre pour les sites qui ont des problèmes et qui ont besoin d'aller toquer très vite. Exactement. Il n'y a pas de période de trou comme ça. Exactement. On peut mettre au-dessus, observer et activer les protections ensuite. Et après, voilà, débrancher l'ancienne couche. Et donc on a pu effectivement déployer toutes les fonctionnalités de sécurité pour tous les pays. Et ce, avant les French Days. Voilà, c'est important, les French Days, toutes les Black Friday. Donc ça, c'était la première phase. La deuxième phase, on a traité les médias. Donc les images, les vidéos, ça c'était d'octobre 2023 à février. On a pris un peu de temps, notamment parce qu'on était sur des nouvelles technologies, notamment technologie de stockage R2 avec beaucoup de médias. Et donc on a migré d'abord, enfin en deuxième temps plutôt, le streaming, les vidéos, les images sur cette phase-là. Et cette période-là aussi a été le moment justement d'acculturer, le fameux transfert de compétences. Voilà, on avait mis en place les dispositifs de sécurité, on migrait les médias, et à ce moment-là, on a diffusé la compétence vraiment dans toutes les équipes d'opération, d'architecture, y compris métier. On est allé leur montrer les tableaux de bord de Cloudflare pour voilà, donner vraiment vie et concrètement à toutes ces stacks qui peuvent paraître un peu techniques de prime abord. Et en réalité, il y a pas mal, on en parlera aussi tout à l'heure, il y a pas mal de choses très visibles aussi pour le business. Et donc ça, c'était la deuxième phase. Et donc la troisième phase, qui a été lancée plutôt à partir de novembre 2003, c'est plutôt ce qui nous intéresse, c'est la partie expérience client, optimisation. Et donc là, on a commencé à travailler vraiment sur des sujets qui me concernent moins en tant que CISO, mais je suis évidemment soucieux de la performance de nos sites. Donc sur comment on est capable d'optimiser la diffusion des médias, comment, grâce à la nouvelle technologie, et ça a vraiment fait mouche dans les équipes métiers, on a été capable d'être beaucoup plus créatif, d'avoir beaucoup plus de médias, de tailles différentes, plus de responsive design pour vraiment adapter les contenus aux médias. Et donc ça, c'était vraiment important aussi pour faire un projet à la fois technique, de sécurisation, mais aussi un projet d'expérience utilisateur où vraiment on a pu apporter de nouvelles fonctionnalités au métier. Donc, ce qui est intéressant aussi, ce qui était important, c'est que sur cette phase 2 de technique, où on a vraiment, là pour le coup, travaillé sur des sujets très spécifiques, de streaming, de vidéo, etc., on a fait appel effectivement à Smartflare, qui vraiment a pu analyser l'existant et nous proposer un chemin de migration cohérent par rapport à ces spécificités médias. On a aussi beaucoup travaillé sur toute l'automatisation, parce que la Redoute utilise une infrastructure as code, c'est-à-dire que tout est dans des Git, et donc tout ce qu'on déploie en production doit être 100% automatisé. Et Smartflare aussi nous a bien aidé pour vraiment avoir cette fluidité de déploiement. Et je le disais tout à l'heure, il faut quand même avoir en tête que, alors peut-être pour des médias c'est plus fréquent, mais pour des e-commerçants, on avait quand même des très très grosses capacités de stockage, et donc cette grosse migration était pas simple. On parle de 18,3 Tera
dans 21 buckets, donc stockage différent. Donc on avait des gros enjeux en termes de transfert de médias pour vraiment assurer cette migration sereinement et que on gagne côté expérience client en même temps qu'on sécurise le site. Sans perte. C'est finalement une démarche classique pour vous, voyons que ça veut dire que s'assurer qu'il n'y a pas de régression fonctionnelle en auditant bien l'existant et en le débranchant pas. En fait, le projet que décrit Pascal, c'est effectivement un projet assez classique de migration dans nos technologies. Voilà, on a la chance d'en avoir conduit quand même un certain nombre maintenant depuis quelques années en France. Démarrer par le DNS, c'est vraiment la base parce que c'est à partir de là qu'on a l'épine dorsale qui permet de venir construire tous les services dont on a besoin. On vient ensuite déployer les fonctions techniques une par une. Et comme l'a dit Pascal, le fameux, moi j'appelle ça le mode log, c'est-à-dire en gros on met la technologie en place, mais on ne la met pas en mode actif, mais on la met en mode surveillance, ce qui permet effectivement de prendre le temps d'observer son comportement, j'allais dire, sans aucun impact possible. Voilà. Et après cette période, une fois qu'on est certain qu'il n'y a plus de régression fonctionnelle, que le système se comporte de manière, j'allais dire, appropriée, sans générer trop ce qu'on appelle les faux positifs, voilà, et que tout est OK, ben là, effectivement, on va commencer à mettre en production et à optimiser. Donc ça, c'est vraiment, finalement, une démarche de projet de migration assez classique. Nous, ce qu'on recommande aussi, en fait, aux entreprises, quand elles conduisent ce genre de projet, c'est finalement d'en profiter pour, entre guillemets, faire le ménage. C'est-à-dire que quand on parle de sécurité, les gens n'ont pas attendu Cloudflare pour faire de la sécurité, on en fait depuis la nuit des temps. Sauf qu'il y a une maladie en fait dans ce métier, c'est que les règles de sécurité qu'on implémente au fil des années, bizarrement, elles ont tendance à rester dans les systèmes. Et à un moment donné, on se retrouve après plusieurs années à avoir des centaines, parfois même des milliers de règles de sécurité qui pour beaucoup d'entre elles en fait ne servent strictement à rien. Mais ils sont toujours là. Mais elles sont là en fait. Elles sont là, voilà. Puis personne en fait finalement n'a le courage de l'enlever parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Et donc finalement, quand on conduit ce genre de projet, c'est aussi une occasion unique de purger entre guillemets le passé, de vraiment de faire le ménage pour être certain que ce qu'on met en place maintenant, c'est vraiment tout est 100% utile. Et donc voilà, donc c'est vraiment important. On remet au propre, quoi. On remet au propre, exactement. Et bien évidemment, au passage, comme les outils sont plus modernes, ça permet aussi aux entreprises parfois de repenser le modèle d'exploitation. C'est-à-dire que là où avant, on exploitait dans un modèle où il y avait 3, 4, 5, parfois 6 solutions techniques avec des équipes particulières, donc du coup un workflow d'analyse qui était parfois un peu alambiqué, ça leur permet aussi de se dire je fais table rase et j'exploite vraiment à fond la modernité des nouvelles solutions pour pouvoir avoir des modèles opérationnels qui sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus efficients et qui finalement permettent de résoudre les problèmes plus rapidement. Très bien, merci beaucoup Wei-Hong. Alors, là, on est un an après, c'est ça ? Oui, après la fin, la fin de la migration principale, on va dire. Voilà, de la migration principale. On a un Black Friday qui approche à grands pas. Bon, cette fois, on n'est plus à finaliser quoi que ce soit. Là, c'est un petit peu éprouvé. C'est ça. Si vous nous partagez un petit peu votre retour d'expérience, alors, Pascal. C'est vrai que là, en 2024, on est maintenant dans une période de classique de run. On est plutôt en phase d'amélioration continue. On va pouvoir tester des nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles dans la plateforme. Donc l'aspect aussi plateforme est intéressant. C'est-à-dire plutôt que d'avoir des composants qu'on additionne, on prend une plateforme avec plein de solutions qu'on peut activer quand on souhaite, quand on en a besoin. Donc là, notamment, l'aspect waiting room, pour un e-commerçant, ça peut être pas mal. Même si il y a moins de pics pour la vente d'un produit comme d'autres e-commerçants sur lesquels quand vous avez des confrères où ça peut être un vrai enjeu. La saturation, exactement. Ou le site inaccessible, exactement. Une salle d'attente. C'est la salle d'attente en fait. C'est une salle de musique et de quoi lire ou... En fait, c'est vraiment... dans un domaine qui n'a rien à voir, mais revenons quelques années en arrière, à l'époque du Covid, un site comme Doctolib, par exemple, au moment où les campagnes de vaccination démarraient, vous aviez des millions d'utilisateurs qui se connectaient au site. Vous doutez bien qu'un site, quel que soit son dimensionnement, il n'est pas capable d'accueillir autant de connexions. Et donc, les mécaniques de type waiting room
permettent de mettre en attente les gens qui essaient de se connecter sans leur envoyer excusez-moi l'expression, un vulgaire message d'erreur disant que le site est inaccessible, ce qui n'est pas très élégant, voilà, surtout lorsqu'on fait du commerce. Et tous nos conseillers sont occupés. Exactement. Rappeler ultérieurement. Exactement. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est pas de la sécurité. On est vraiment sur de l'expérience utilisateur et donc par un projet de sécurité, on est capable aussi d'amener d'autres fonctionnalités qui permettront de fluidifier l'expérience de nos clients. Et donc voilà, on va activer ces types de fonctionnalités et je vais vous raconter aussi une anecdote en termes de sécurité aussi, parce qu'on est là pour ça. Au printemps dernier, comme beaucoup de confrères, hein, on a subi des campagnes de fraude massives. En fait, nous, non, mais nos clients, en fait, ont subi des tentatives de fraude massive et avec un mode opératoire assez simple une fois qu'on l'a analysé, hein, parce qu'on a été obligé de faire un peu de forensique pour comprendre ce qui s'est passé. On avait donc il y a une première étape où des logins et des mots de passe sont volés à monsieur et madame tout le monde par donc la Redoute n'y est pour rien ou nos confrères également. On va sur certains sites, on récupère malheureusement une charge virale et donc tout ce qu'on va taper sur son ordinateur se voit logué, enregistré et envoyé à des acteurs malveillants. Donc ça c'est la première phase. Ça constitue en fait des bases de données de login et de mots de passe qui sont donc utilisés par des gens. Ensuite, ces identifiants sont qualifiés. Donc il y a d'autres acteurs qui viennent tester en fait ces logins et mots de passe sur les différents sites, donc la Redoute, mais pas que, tous les acteurs, et viennent qualifier ça en disant ce login et mot de passe, il fonctionne sur tel site. Et enfin, on a découvert une boucle Telegram dans laquelle il y avait des milliers de personnes connectées qui mettaient en vente ces logins et ces mots de passe. Donc chez la Redoute, le login d'un utilisateur réel était vendu 4 € pièce pour passer des commandes ou pour accéder à des données sur le compte client. Et là, qu'est-ce qu'on a pu faire grâce à Cloudflare et grâce à cet aspect de plateforme, c'est qu'il y a une fonctionnalité qui s'appelle le credential stuffing, qui permet de détecter à la volée quand un utilisateur tape son login et son mot de passe, si ce mot de passe se trouve dans des bases qui ont fuité. Et ça nous permet maintenant de prévenir directement l'utilisateur, le client, en lui disant « Attention, votre mot de passe a été compromis, changez-le immédiatement. » Voilà. Et ça, c'est une fonctionnalité native dans Cloudflare qu'on n'avait pas avant et donc qu'on a pu mettre en œuvre en quelques semaines. Ce qui veut dire que de l'autre côté, pour vous, il faut que vous soyez connecté à ces bases frauduleuses ou au courant de ce qui est mis en vente sur le dark web ou sur Telegram ou partout. En fait, ce qui est certain, et ça illustre... Vous avez des agents secrets un peu partout. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que, en fait, clairement, ce que vient de dire Pascal, ça illustre toute la créativité finalement des hackers. Ça, c'est clair. Et en fait, quand on fait de la sécurité informatique, on est sans arrêt dans ce jeu du chat et de la souris. Dès qu'on trouve un remède, ils essaient de trouver une autre manière, et puis on est sans arrêt en permanence là-dedans. Ce que vient de dire Pascal, ça me rappelle aussi l'expérience d'un autre client, pareil, un gros retailer français, qui a subi des attaques en fait sur les comptes utilisateurs de cartes de fidélité. Voilà. Donc, les comptes utilisateurs de ces cartes de fidélité ont été compromis. Et le montant des cagnottes qui normalement permettent aux porteurs légitimes de faire leurs courses se sont retrouvés effectivement vendus pour une fraction du prix sur le dark web. Sauf que le pauvre monsieur ou madame tout le monde, porteur légitime de la carte, lorsqu'il vient à son supermarché et du coup sa carte en fait est purgée, il fait une réclamation et forcément le distributeur il est obligé de rembourser le porteur légitime de la carte. Et donc ça a représenté évidemment une perte financière très conséquente. Et c'est vraiment, ça ressemble énormément en fait à ce que vient de dire Pascal. Et c'est vrai que dans le retail ou le e-commerce, cette créativité des attaquants ou des hackers, elle est vraiment permanente, quoi. Et ça illustre, ça me surprend pas du tout d'entendre ça en fait. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils ont les coudées complètement franches. Complètement. Ils sont dans un laboratoire et puis tous les coups sont permis. Et surtout, c'est qu'il y a un... comme on le dit assez souvent, le rapport de coût entre l'attaque et la défense est malheureusement très défavorable à la défense. C'est-à-dire que c'est bien moins cher pour un attaquant d'attaquer une cible que la cible de se défendre. Et ça, voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre en œuvre des solutions qui permettent à un moment donné de rétablir cet équilibre en faveur des entreprises.
Je vous ai pas posé la question tout à l'heure, Pascal, parce que on a dit effectivement que il y avait des pluies torrentielles d'attaques, notamment depuis la rentrée. Mais une question qui nous est posée par par une ou un internaute depuis le début. Je l'ai gardée pour la fin parce qu'elle a été posée tout de suite, celle-ci. Est-ce que vous avez constaté une diminution du nombre d'attaques? Ou alors est-ce que vous avez constaté une meilleure résilience ou une meilleure façon de traiter, moins d'alerte? C'est effectivement une bonne question. On n'a pas constaté de diminution, peut-être même au contraire. Mais la grande différence, c'est que je dors un peu plus sereinement. C'est-à-dire qu'avant, on avait des attaques permanentes sur lesquelles on devait effectivement se battre avec les moyens du bord. Et parfois, on a vécu... je me souviens d'un week-end où on passait des règles dans les systèmes pour bloquer et on jouait au chat à la souris pour les bloquer. Ça, des épisodes comme ça, on n'en vit plus. On est serein parce qu'effectivement, le modèle de Cloudflare fait qu'il est capable d'encaisser toutes ces attaques. Donc, à la limite, je m'en fiche finalement. Je ne sais pas s'il y en a plus ou moins. En tous les cas, les attaques de type DDoS, on les voit plus passer parce qu'elles sont traitées en amont par Cloudflare. Elles sont bloquées dès le début. Voilà, c'est peut-être notamment dû, je recherchais sur ce qu'on s'était dit au tout début, notamment sur ces questions d'automatisation aussi, peut-être sur la façon de traiter certaines choses pour effectivement pas être obligé de faire sonner le téléphone de Pascal Moulin toute la nuit. Pascal, voilà, ça sonne un peu moins. C'est ça, c'est-à-dire que là on profite d'un système qui est déployé à l'échelle, qui est opéré. Alors, on pourrait nous préciser un petit peu tout ça, mais on profite vraiment cette force de l'architecture, du nombre de serveurs de Cloudflare, des technologies qui sont embarquées, parce que nous, évidemment, la Redoute tout seul, on peut certes aller sourcer la dernière technologie qui répond à la dernière type d'attaque, etc. Mais l'avantage de le faire avec une plateforme dont c'est le métier, c'est fait à l'échelle. Voilà, c'est vraiment une question d'échelle. Ouais, clairement, chercher finalement en permanence la meilleure solution, c'est pas ça le sujet en fait. C'est-à-dire que se protéger avec des solutions qui ont une visibilité suffisamment importante en termes de volume sur tout le trafic web mondial, c'est un des éléments qui est vraiment critique parce que, on l'a évoqué tout à l'heure un peu plus tôt, c'est que on ne peut pas se protéger contre quelque chose qui n'a jamais existé. Et donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est malheureux à dire, mais pour qu'un remède existe contre une attaque, il faut qu'il y ait une victime zéro. Voilà. Sauf que une fois que la victime zéro malheureusement a pris cette attaque, des acteurs comme Cloudflare, on va construire une contre-mesure. Et l'avantage en fait de voir dans notre cas par exemple passer 20 à 25% du web mondial sur notre réseau, ça fait que statistiquement les nouvelles cochonneries, elles passent d'abord par chez nous. Et donc on va être très rapidement et assez souvent les premiers à travailler sur les contre-mesures, et donc par extension les premiers à protéger les clients. Et ça, c'est vraiment important. Et bien évidemment, on met en œuvre des mécanismes d'intelligence artificielle ou des mécanismes de machine learning qui permettent d'automatiser la défense et de permettre effectivement à des clients comme Pascal de dormir plus sereinement. C'est sûr que si on transpose sur le monde de la santé, demander aux laboratoires pharmaceutiques de développer un vaccin pour une maladie qui n'existe pas encore, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On va avoir des yeux grands ouverts de l'autre côté en disant écoutez, bon courage, c'est sans moi. Vous vouliez ajouter quelque chose, Pascal? Non, effectivement, le gros avantage, c'est ça, c'est que les attaques qui sont menées sur nos confrères ou même sur d'autres sites qui n'ont rien à voir, des sites de médias par exemple, la technologie Cloudflare les détecte, les apprend, développe des contre-mesures et finalement on profite de cet effet de masse. C'est-à-dire que nous, comme on est un parmi X, on profite de l'attaque de l'autre finalement. Clairement. On arrive à la fin de ce webinaire, on va se quitter, mais avant de vous remercier tous les deux pour toutes ces informations, quelles sont peut-être nous dire quelles sont les prochaines étapes de votre côté, Pascal Moulin, chez La Redoute? Alors, les prochaines étapes, on a évidemment prévu de renforcer nos liens avec Cloudflare et Smartflare notamment, avec une gouvernance qui a été mise en œuvre. Ça, c'est aussi un point important dans la réussite des projets, c'est de se dire que une fois qu'on a mis en place une solution, elle doit continuer à vivre, à se développer et à s'optimiser. On doit parler des nouveautés. Donc ça, on met en place cette gouvernance avec Cloudflare. Et évidemment, on a hâte de mettre en place les nouvelles fonctionnalités de sécurité, notamment
on a le monde des CAPTCHA qui s'affolent un peu parce que tout ça a vocation à disparaître, hein, les CAPTCHA, pour un certain nombre de raisons, dont réglementaires, GPD, avec certains acteurs. On n'aura plus à prouver qu'on est humain en cochant la case. En fait, ça existe déjà. C'est-à-dire que le CAPTCHA, c'est un mécanisme qui est à la base un mécanisme de sécurité, mais effectivement l'actualité, je ne vais pas dire récente parce que ça fait bien un an maintenant, ont montré que certaines solutions présentaient des caractéristiques en termes de conformité réglementaire sur la confidentialité des données personnelles étaient un peu à désirer. Donc maintenant, en fait, il y a des solutions qui permettent de manière invisible de pouvoir répondre à ces enjeux de sécurité, tout en optimisant finalement l'expérience utilisateur, parce que c'est assez casse-pied pour un internaute lorsqu'il est en train de faire un achat de devoir cliquer sur des feux rouges, des bateaux ou des passages piétons. C'est devenu insupportable. C'est exactement ça. Ça clignote de partout pour notre propre bien. Exactement. Mais, oui, non, je consens, je ne consens pas, mais ça je veux bien. Et en fait, au-delà des éléments de pure sécurité qui sont amenés par le sujet CAPTCHA, c'est avant tout un élément d'expérience utilisateur qui est fondamental. C'est-à-dire que le fait de faire disparaître le CAPTCHA en conservant les propriétés de sécurité dont on a besoin, en fait, on optimise des choses assez bêtes, mais qui sont importantes pour des e-commerçants ou pour des retailers, c'est les taux d'abandon de panier. C'est-à-dire que nous, on a observé que sur justement des remplacements de CAPTCHA en les rendant invisibles, les taux d'abandon de panier pouvaient descendre de 31 à 32%. Et ça, c'est du chiffre d'affaires. On abandonne moins. C'est ça, l'internaute a moins tendance à abandonner parce que parfois il y a des CAPTCHA qui ne fonctionnent pas. Accessoirement, ça c'est encore un autre sujet. C'est un irritant de moins. Donc c'est ça. Tout ce qu'on enlève effectivement on fluidifie en fait le parcours client. Exactement. Toujours sans couture. C'est ça, sans couture. Donc on a effectivement le remplacement des CAPTCHA par Cloudflare Turnstile, le nom de la fonctionnalité. Donc ça, on réfléchit à le mettre en œuvre. Et puis on a parlé tout à l'heure de PCI DSS. C'est vrai qu'il y a la V4 qui est alors une partie en vigueur cette année, une autre partie l'année prochaine. On a déjà souffert un peu cette année. Et donc sur la partie PCI DSS, on a certaines exigences sur lesquelles les solutions Cloudflare peuvent aussi nous aider à répondre. Donc on est en train d'étudier ça pour le mettre en œuvre. Juste pour me rafraîchir la mémoire, PCI DSS, 3D Secure, deux choses différentes ou c'est Oui, c'est complètement différent. 3D Secure, c'est vraiment un pur mécanisme de double sécurisation. D'accord. Voilà. Ça, c'est alors que PCI DSS, c'est une norme en fait qui définit un cadre technique que les e-commerçants qui gèrent des paiements en ligne doivent respecter. Donc là, typiquement, le PCI V4, c'est autour du contrôle vraiment très rigoureux de tous les scripts qui sont dans une page de paiement. Et donc, on doit mettre en place les e-commerçants. Ça, c'est pas la banque qui gère ça. Alors ça dépend en fait. Ça dépend qui gère le paiement. En fait, à partir du moment, même par exemple nous, chez La Redoute, on a notre PSP, donc le Payment Service Provider, qui lui gère le numéro de carte bleue, mais on lui passe quand même un ordre. On lui demande de... Ça passe par vous, en tout cas ça passe par vous. On lui demande à ce PSP quand même un paiement. Donc on lui donne des caractéristiques d'un paiement. Et donc un pirate pourrait s'introduire au milieu pour récupérer par exemple le paiement d'un panier. Donc là vous êtes effectivement astreint à des règles pour dialoguer avec tous les acteurs qui interviennent finalement dans une chaîne où des numéros de carte bleue sont utilisés, quelle que soit la méthode, que ce soit via les téléphones ou via directement les numéros, on doit effectivement être compliant PCI DSS. C'est une sorte d'agrément pour collecter, en tout cas, pour transiter de l'information bancaire. Exactement. D'accord. Exactement. Et donc ça, voilà, ça fait partie des choses qu'on va étudier. Qu'on va étudier l'année prochaine, et puis en sortant un petit peu des sujets aussi très techno, on a eu une belle surprise aussi dans les équipes digitales. Alors moi ça me parlait pas, mais donc j'ai découvert ou redécouvert, on va dire, les Core Web Vitals, donc les CWV, qui sont des indicateurs que les personnes adeptes du SEO se regardent comme le lait sur le feu. Ce sont des indicateurs techniques de performance de votre site internet qui, in fine, jouent sur votre rang dans les moteurs de recherche, dont le plus connu d'entre eux. Donc c'est vraiment très important de superviser ces indicateurs techniques qui sont, on va dire, vraiment des indicateurs sur si votre page charge rapidement les images, s'il y a des comportements anormaux sur cette page. Donc c'est vraiment de la technique de
d'affichage de pages. Hein. Et ces indicateurs donc, étaient évidemment suivis très précisément par nos équipes marketing et digitales pour s'assurer qu'on n'a pas d'irritants justement sur certaines pages qui seraient difficiles à charger. Et on a découvert qu'en fait, avec la solution Cloudflare, encore une fois, comme elle voit passer 100% de notre trafic, pas qu'un petit bout, pas que certaines parties du site, elle va passer 100% du trafic, elle est capable, cette solution, de nous calculer ces indicateurs, et donc on a pu abandonner. En fait, on pensait garder les deux solutions, et en fait, on va abandonner la précédente solution au profit finalement de celle qui est native et bien plus pertinente pour Cloudflare. À vous écouter, Pascal, depuis tout à l'heure, entre l'expérience client et de l'analytics maintenant, on se demande si dans les cursus de formation cyber, il va falloir intégrer une branche marketing digital. Hein, parce qu'il y a du bon à prendre partout. Hein, mais complètement. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur un thème vraiment sécu, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, la sécurité, c'est vraiment à la croisée des chemins entre l'expérience utilisateur, la sécurité, bien évidemment, mais les coûts, enfin, tout est en fait vraiment un vrai mélange. Et c'est pour ça que là, on partage vraiment cette expérience qui est vraiment intéressante. Après maintenant, 9 mois, presque 12 mois de recul. Et c'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure, c'est que les bénéfices directs, c'est important. Mais il faut vraiment prendre en compte, et je pense que c'est un message qu'il faut vraiment faire passer, prendre le temps d'analyser ces bénéfices indirects. Là, et invisible en tout cas. Voilà, exactement, et invisible. C'est-à-dire que Pascal parlait de trafic SEO, donc c'est le fameux trafic qui vient du référencement naturel dans les moteurs de recherche. Les gens du marketing, ils regardent ça comme le lait sur le feu, parce que ces gens-là payent beaucoup d'argent aux moteurs de recherche pour drainer du trafic, alors que le référencement naturel, il est gratuit. Et donc, quand vous commencez à avoir un site qui tourne plus vite du fait d'un projet sécu, et qu'on observe, par exemple, j'ai un retailer en tête qui nous a déclaré avoir vu son trafic SEO augmenter de 20% dans les 3 mois qu'on suivi la mise en place de nos solutions. Nous, on est très heureux d'entendre ça, parce que à la base, c'est un projet sécu, qui se retrouve à avoir un bénéfice métier qui est vraiment tangible. Donc tout ça, voilà, c'est vraiment il faut vraiment prendre le temps d'explorer ce type de projet et d'opportunités en allant au-delà de la sécurité pure. Du coup, ça fait prendre conscience à tout le monde que l'enjeu cyber est vraiment important, même pour des questions de performance. Exactement. Ce qui était mais pas, complètement, ça va ensemble. Pas gagné, ça va ensemble. Bien, bon, on a un petit peu dépassé, 7 minutes, on me dit dans l'oreillette, que je n'ai pas d'ailleurs. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que cette émission sera disponible d'ici quelques heures en replay sur le site de l'Usine Nouvelle. On espère en tout cas avoir répondu à beaucoup de vos interrogations, de vos questions, et que ce retour d'expérience riche en informations, vraiment merci beaucoup Pascal, et merci à vous aussi Weong pour nous avoir un petit peu éclairé, parce que c'est toujours bien d'avoir des petits éléments de contexte. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée, et on vous dit à bientôt.